Alors, je m'appelle Jean-Marc Tréby, je suis médecin généraliste et j'ai maintenant 47 ans d'expérience en médecine de famille. J'ai vu au cours de ma carrière un certain nombre de maladies, d'épidémies, en particulier des épidémies de grippe, pendant lesquelles on voyait quasiment doubler notre activité. C'est-à-dire qu'on pouvait faire 45, 50, 55 actes par jour, ce qui nous faisait travailler 16 ou 18 heures par jour et 7 jours sur 7. Et ça durait comme ça, 2 semaines et demie, 3 semaines et demie, et après ça diminuait et ça revenait à la normale. Ça, c'était une épidémie. Une épidémie de grippe ou d'autre chose, c'était ça. Ça n'arrivait pas tous les ans, bien entendu, mais au début des années 80 et au cours des années 80 et même des années 70, il y avait plusieurs fois des épidémies de ce type. On n'a plus vu ça depuis fort longtemps, depuis entre 25 et 30 ans, ce qui veut dire que tous les médecins qui ont moins de 30 ans d'activité n'ont jamais vu une véritable épidémie, c'est-à-dire quand tout explose et quand les choses arrivent comme ça brutalement, c'est absolument surprenant, mais on s'en aperçoit tout de suite parce que l'augmentation est quasiment exponentielle. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est une épidémie, c'est ça. Mais quand on se retrouve comme cette fois-ci, hein, où le pays a été confiné pendant 2 mois, et pendant ce temps-là, on disait aux gens restez chez vous, l'activité des médecins a baissé, des généralistes a baissé de 40 à 70%. Mon activité a baissé de 60 à 65%, c'est-à-dire qu'on ne voyait plus du tout les malades aigus, ceux qui auraient eu besoin de nous voir. Voilà, c'était ça, le truc. Et tous les ans, on nous dit, à peu près en septembre, il y a eu 3 millions de grippes, 2 millions de grippes, et il y a eu 14 000, 15 000, 19 000, 17 000 morts. Vite, il faut vous vacciner. Alors, 3 millions de cas, 2 millions de cas, 15 000 morts, et année après année, on ne fait rien, on laisse, on regarde les choses. On regarde les choses survenir. C'est quand même assez extraordinaire. Pour moi, c'est un vrai scandale, ça. On ne fait rien chaque année, et cette année, avec ce coronavirus, on a arrêté la France, on a fait des choses absolument extraordinaires. Est-ce que c'était justifié? On va le voir au fil de la conversation. Alors, on a assisté, à mon sens, à une véritable propagande, à un mouvement extraordinaire de bourrage de crâne, de propagande absolument fantastique, où on nous a raconté n'importe quoi, où on a expliqué que ce virus était épouvantable, qu'il allait y avoir des tas de problèmes, etc. Et on nous a parlé, on nous a rabâché à longueur de temps qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça, etc. Ce qui était quand même assez extraordinaire. Cette propagande, c'est quasiment orwellien, c'est-à-dire qu'on nous a dit des choses et leur contraire, on nous a dit qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, c'était tout à fait extraordinaire. Et je pense que si on prend un peu de recul pour regarder ce qui s'est passé pendant cette période, on va être absolument fasciné, et d'ailleurs des gens le font sur les réseaux sociaux, comme on dit, où ils passent des images de Madame Buzyn disant non, il ne se passe rien, il n'y a aucun problème, de Monsieur X, Monsieur Y, disant non, mais tout va bien, de toute façon, on va faire face, nos hôpitaux sont à l'aise, on est les meilleurs, etc., etc. Et c'est absolument extraordinaire. Alors, la discussion, les gens dérapent. 2 exemples. Le premier exemple, un professeur, je ne sais pas de quoi, je pense d'épidémiologie, est arrivé à la mois de février, fin février, nous expliquer que ce coronavirus est une terreur absolue. Évidemment, il avait peut-être en tête le SRAS, qui était déjà un coronavirus en 2002-2003, qui tuait beaucoup, 50% de mortalité. Et il nous a dit, oh, ça va être terrible, il va y avoir au moins 800 000 à 1 million de morts. Un chiffre absolument terrible et qui a évidemment marqué les esprits à ce moment-là. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oulala, je ne sais pas ce qu'il a fumé, mais c'était de la bonne. Parce qu'il était dans le délire le plus total. Il suffisait de faire un petit calcul. Les Chinois ont dit 3 à 5% de morts, de décès. Nous, on est plutôt à 0,3-0,5%. Mais même à 3%, 1 million de morts, ça fait entre 35 et 40 millions de Français qui auraient été malades de ce coronavirus, ce qui est extravagant,
inédit et qui ne serait jamais arrivé. C'est une évidence, ce monsieur racontait n'importe quoi, et je pense qu'il ne savait pas faire une règle de 3, et qu'il aurait peut-être fallu qu'il retourne au CE2 ou au CM1 pour apprendre à faire une règle de 3, ça lui aurait évité de dire des bêtises plus grosses que lui. Ça, c'est absolument évident. Deuxième chose, et ça c'était un peu plus tard, mais c'était quand même assez exceptionnel, le 31 mars à 19h, j'étais devant ma télévision, ce qui est exceptionnel, ce qui montrait que j'avais rien à faire, que j'étais vraiment inoccupé, parce qu'à 19h, je suis jamais chez moi devant la télé. Je voulais me renseigner un peu, je regarde, donc ça faisait 2 semaines que la France était confinée, pas moi, je travaillais, je n'étais pas vraiment confiné. Je suis devant ma télévision et je vois monsieur le professeur Salomon, directeur général de la santé, venir nous dire, avec des trémolos dans la voix, parce que tous les soirs à 19h, on vient de nous annoncer, un croque-mort vient de nous annoncer la litanie des décès de la journée, mais c'est une idée totalement folle. Je ne sais pas quel est le communicant qui a fait faire cette imbécilité, mais enfin c'était inimaginable, c'était stupéfiant, à mes yeux, incompréhensible. Donc ce monsieur vient avec sa voix d'outre-tombe et des trémolos dans la voix nous dire « Depuis 3 mois, la France vit une crise sanitaire sans précédent. » Pardon ? 3 mois ? Mars ? Février ? Janvier ? 3 mois de crise sanitaire, vous n'avez rien fait, rien prévu, rien programmé, rien planifié. Mais c'est une honte, parce que entre janvier et février, parce que les Chinois, depuis le mois d'octobre, septembre, ils parlaient de ce problème d'infection. Ils ont fait leur déclaration à l'OMS pour des raisons qu'on va voir après, mais c'est absolument extraordinaire. On n'a rien fait, on a attendu, parce qu'il était évident que chez nous, le virus n'allait pas faire de dégâts. Ben oui, la France est tchernobylisée depuis très longtemps, donc on sait que nous, les nuages radioactifs passent à côté, et le virus, ben, il ne vient pas chez nous. Mais non, tout le monde est venu nous expliquer ça. Madame Buzyn, Monsieur Salomon, les ministres, le Premier ministre, même le grand docteur de la télévision, le journaliste est venu nous expliquer que c'est une grippette, c'est rien du tout. Et puis nos hôpitaux, ben, ils font faire face sans aucun problème. Et donc, alors que cette période aurait pu être mise à profit pour préparer l'arrivée de ce virus éventuel, il aurait peut-être pu ne pas arriver. On a déjà vu ça. Des épidémies qui démarrent, qui font flèche et qui s'arrêtent. Moi, j'ai connu une épidémie de grippe il y a peut-être une 20aine d'années qui s'est arrêtée à Armentières. Elle n'est pas arrivée à Lille. Et ben voilà. Elle avait Normandie, Bretagne, Picardie, elle s'est arrêtée à Armentières. Mes amis d'Armentières étaient débordés de travail et nous, à Lille, elle n'est pas arrivée. Pourquoi ? On n'en sait rien. Comment ? On ne sait pas. Donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur les virus, surtout sur ce nouveau virus, mais même sur les anciens virus comme ceux de la grippe. Ils ont des comportements très particuliers. Il ne faut pas oublier que les virus sont sur notre planète depuis 5 ou 6 milliards d'années, bien avant nous. Et donc, ils ont des comportements tout à fait particuliers. Ils sont très résistants, enfin, etc., etc. Et alors, on est donc dans une situation tout à fait extraordinaire où on ne fait rien, on attend. Évidemment, quand les choses arrivent, ben on n'a rien, on n'est pas préparé. On ne sait pas quoi faire. Donc il ne reste plus grand-chose, hein. Il reste le confinement. C'est-à-dire on dit aux gens, restez chez vous, bougez plus, comme ça le virus ne va pas passer. Bon. Alors ça, c'est une chose extrêmement intéressante. On voit les médias, les ministres, enfin tout le monde vient nous raconter ces propos lénifiants. Mais non, mais ça va rien, il ne va rien se passer, etc. Alors, c'est pas qu'on n'ait rien fait à la limite même. C'est qu'on n'a pas regardé ce qui se passait ailleurs. Parce que nous, on est les meilleurs, évidemment. On sait faire. On est français. C'est fantastique. Nous avons toujours cette idée que nous sommes les meilleurs et que le monde entier nous envie tout. Alors, il suffisait de regarder ce qui s'est passé en Asie ou ailleurs pour savoir ce qu'il se passait et comment ça se passait. Et donc, on n'a rien fait. Et les professeurs d'infectiologie et autres sont venus nous expliquer que aucun problème, de toute façon on avait des antiviraux et le vaccin allait arriver, c'était pour demain. Les antiviraux sont inefficaces, ça a été prouvé dans des études, et quant au vaccin, il est totalement illusoire, il n'arrivera, à mon avis, jamais, pour plein de raisons scientifiques. Alors peut-être qu'on nous collera un vaccin meurtrier qu'on aurait essayé sur les petits Africains, parce que c'est comme ça que pratique l'industrie pharmaceutique en général, mais il ne faudra surtout pas se faire vacciner par cette cochonnerie si vaccin contre le coronavirus arrive. Parce que ça fait 15 ans que tout le monde,
les Chinois, les Américains, les Français, etc., se cassent les dents sur un vaccin contre le coronavirus du SRAS, parce que le SRAS c'est autre chose, 50% de mortalité, et ils n'y arrivent pas parce que le virus change tout le temps, et parce qu'il provoque ce qu'on appelle des anticorps qui vont modifier, et donc quand on va vacciner les gens, hein, les anticorps facilitants vont provoquer une maladie encore plus grave. C'est l'affaire qu'il y a eu avec le vaccin contre la dengue, le dengue vaccin en Indonésie, où Sanofi a été obligé de retirer en catastrophe son vaccin qui tuait beaucoup plus de gens pour des raisons d'immunologie qu'on commence à connaître maintenant. Alors, quand je dis qu'on n'a rien fait, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a quand même une chose qui a été faite merveilleuse. Le 14 janvier 2020, je dis bien 14 janvier, paraissait au journal officiel de la République française, laïque, une, indivisible et sociale. C'est ce qui a écrit dans la Constitution. Eh bien, un arrêté émanant du ministère des Solidarités et de la Santé, Madame Buzyn, signé par le directeur général de la Santé, le professeur Jérôme Salomon, et cet arrêté disait la chose suivante: l'hydroxychloroquine, ce fameux médicament, 14 janvier, est classé dans la catégorie 2 des substances vénéneuses. Voilà un médicament qui était en vente libre depuis 25 ans et que, d'un seul coup, par arrêté, on le met, prescription sur ordonnance, médicament hyper dangereux, hyper toxique. En janvier, mais qui parlait de ça? Quasiment personne. Si, les Chinois en avaient parlé. Mais on ne connaissait pas la chloroquine, l'hydroxychloroquine, personne n'en parlait. Ce sont des médicaments qui ont 70 ans et que nous prescrivons, je ne vais pas dire tous les jours, mais presque, pour les gens qui partent en Afrique, en Asie, en vacances, contre le paludisme. Et tous les gens qui ont fait ces voyages-là en ont pris, tous. Bon, eh bien, en janvier, on empêchait donc les gens de se soigner spontanément. Alors j'aimerais bien que Mme Buzyn et M. Salomon me prêtent leur boule de cristal, parce que ça doit être une boule de cristal merveilleuse qui leur permet d'anticiper les choses tellement merveilleusement pour faire un arrêté de la République pour empêcher la prise d'un médicament. C'est quand même un peu unique dans l'histoire. Donc dans une situation telle que celle-là, je crois qu'il faut réfléchir à la chose. Et j'avoue que tous ces éléments qui se sont passés m'ont mis dans un état de colère et de rage quasiment. Aussi j'accuse le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement et tous les responsables. Je les accuse d'impéritie, d'incompétence. Ce qui s'est passé est absolument inadmissible. Quand on est responsable d'un pays, et d'un grand pays comme la France, on dit le 5e ou le 6e pays le plus riche du monde, eh bien on a d'autres comportements. Et c'est absolument extraordinaire qu'ils aient manifesté autant d'incompétence, absolument d'incompétence. Gouverner, c'est prévoir. Mais ils n'ont rien prévu, ils n'ont rien fait, ils se sont laissés caresser dans le sens du poil peut-être par tous ces gens qui venaient leur dire « mais ne vous inquiétez pas, nous avons tout ce qu'il faut, on va régler le problème ». Tous ces gens qui étaient corrompus parce que payés largement et grassement par l'industrie pharmaceutique. Alors, ensuite arrive le fameux discours du président de la République où il nous dit « c'est la guerre ». C'est la guerre. Si cette fois, avec des trémolos dans la voix, il nous explique que c'est la guerre, qu'il faut se préparer à la guerre, etc. Sauf que quand on est en guerre, on a des armes, on a des munitions, on a une stratégie, même si elle est mauvaise, mais on a une stratégie, et on a des chefs, on a des officiers supérieurs qui dirigent la guerre. Or, nous n'avions rien de rien. On n'avait pas d'armes, pas de masques, pas de tests, rien. Rien du tout. Et ce rien du tout fait qu'on partait à la guerre en dentelle, et une guerre dans ces conditions-là, elle est perdue d'avance. Et donc, quand arrive le moment fatidique, on se dit mais il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on confine. Et donc, d'un seul coup, on a décidé que la France serait mise à l'arrêt, aux arrêts de rigueur, si j'ose dire. Pourquoi? Parce que tout est arrêté. Et à mon avis, j'ai l'impression que le président de la République et le gouvernement n'ont jamais mesuré les conséquences d'un tel confinement. Pourquoi? Parce que arrêt toute activité économique, commerciale, artisanale, etc., mise des gens au chômage, bon, je ne parle pas de la dette qui va augmenter, c'est pas un problème ça.
je dirais presque que ce n'est pas un problème. Mais il va y avoir un nombre de faillites considérables. Considérables. Même les médecins vont faire faillite. Parce qu'il y a des cabinets de médecins qui ont une diminution de 70% de leur activité. Eh bien, ils ne pourront pas payer leurs charges, leur loyer, etc. Et ils vont fermer leur cabinet. Et on verra des médecins inscrits à Pôle emploi. C'est absolument terrifiant. L'activité économique va devenir catastrophique. Il y aura je ne sais pas, peut-être 500 000, 1 million de chômeurs à la rentrée. Eh bien, je pense, en tout cas, je me demande s'ils avaient réfléchi à cela et s'ils avaient pensé à cette chose-là. Et c'est quand même assez extravagant de se trouver dans cette situation-là. Moi qui ai continué à travailler et qui me trouvais le soir en rentrant chez moi ou en fin d'après-midi dans une ville morte, pas une voiture, pas un piéton, pas un vélo, mais c'était terrifiant. Par moments, je me suis rappelé la chanson de Claude Nougaro, et que se passe-t-il? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien qu'un désert. C'était exactement ça. C'était angoissant. Et en plus, avec les discours télévisés, radio, journaux, sans arrêt, restez chez vous, et le cher professeur qui venait tous les soirs faire la litanie des morts, ils nous ont pas montré les cercueils, mais presque. C'était épouvantable. Les gens étaient stressés, mais on a mis la panique la plus totale, et on a répété tout ça en boucle. Faites ci, faites pas ci, faites pas ça, etc. Alors il y a eu des réactions d'angoisse, de panique. Et on peut se demander si ce n'était pas volontaire pour mettre les Français dans un état de sidération, empêchant toute réaction. On ne peut plus bouger, on ne peut plus solidarité nationale, tous les partis politiques, personne n'arrive. Oui, solidarité, allez hop, on est là, tous, et on reste bien derrière ça. Et plus personne ne va voir les médecins. Donc, toutes les pathologies chroniques, etc., risquaient de s'aggraver. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Institut de veille sanitaire a dit, il n'y a pas très longtemps, a écrit qu'il y a eu beaucoup de morts, mais qu'on ne sait pas finalement tous ces décès, ceux qui étaient imputables au Covid et les autres, et qu'il faudra vraiment savoir le nombre de morts liés à l'infection par rapport à la totalité des décès. Et en fait, quand on regarde les morts, on se rend compte, je ne sais pas pour avril et mai, mais pour le mois de mars, il y a eu en mars 2020 moins de décès qu'en mars 2017. À peu près le même nombre qu'en mars 2018 et à peine plus qu'en mars 2019. Donc, on a fait des choses extravagantes. Et quand le professeur Raoult explique que, finalement, le taux de mortalité, il n'est pas pire que d'habitude, parce que d'habitude, on a des infections saisonnières, etc., etc., tout le monde l'insulte, il est menacé, etc., mais c'est la réalité de la vie dans notre pays. Alors, donc, confinement généralisé, la France est bouclée, mais il faudrait peut-être s'intéresser à ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et on va essayer de revenir un petit peu à l'origine des choses. En Chine, probablement dès le mois de septembre, les choses ont commencé avec des infections graves, respiratoires, dans cette fameuse ville de Wuhan. Mais il faut savoir que c'est une ville industrielle, charbon, qui est 5 à 6 fois plus polluée que nos villes les plus polluées. Donc il y a une surmortalité cardio-respiratoire, en particulier hivernale, considérable. Donc au début, les Chinois, ils n'ont peut-être pas fait très attention parce que cette surmortalité, elle commençait à aller, puis ça a augmenté. Et donc à partir du mois d'octobre, ils ont commencé à s'inquiéter. Puis en novembre, vraiment ça a explosé, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est très simple. Ils ont fait des déclarations à l'OMS pour dire, attention, on a une infection comme ci, comme ça. C'est un coronavirus. Et ça, ils connaissent. Le SRAS, le MERS, c'est tous les coronavirus. Ils connaissent bien en Chine le coronavirus. Et c'est un nouveau coronavirus, c'est un mutant. Alors, après on nous a dit, oui, mais les pangolins, les chauves-souris, les machins, le virus fabriqué en laboratoire, on nous a raconté un tas de trucs.
Le marché humide, ce marché humide, on en a entendu parler, etc. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. La réalité, c'est qu'il y a un nouveau virus qui infecte et qui a l'air extrêmement grave. Que font les Chinois? Très simple. Premièrement, ils isolent. Ils n'ont pas confiné, ils ont isolé la ville de Wuhan. Puis, devant l'augmentation, ils ont isolé la province. Grande comme la France, 48 millions d'habitants. Il n'y a pas beaucoup de pays où on pourrait faire ça. Les Chinois, pour ça, leur organisation extrêmement militariste et militarisée leur permet de faire ça. Alors, ce nouveau virus, est-ce que c'est comme le SRAS? À peu près 50% de mortalité. Est-ce que c'est un nouvel Ebola, 80% de mortalité? Panique. Les Chinois ont paniqué. Tout simplement, c'est ça. Et ils ont pas confiné, ils ont isolé. Ils ont mis en quarantaine toute une région pour éviter que ça gagne toute la Chine. Et que ça gagne l'Asie, et puis nous aussi. C'est-à-dire que leur isolement a été une mesure de protection. En tout cas, ils ont essayé ça. Et puis, ils ont testé des médicaments, ils ont essayé, ils ont machin, etc. Et à la mi-février, finalement, à la mi-février, les Chinois ont publié, ont expliqué, voilà, ce coronavirus est finalement, c'est pas le SRAS, c'est pas si catastrophique, il est très contagieux, mais 40% des gens sont asymptomatiques, ces fameux porteurs sains. 2, 40 à 45% des gens ont une pathologie moyenne, qu'on peut traiter sans problème, bronchite, pneumopathie, etc. On ne savait pas tout encore au début. Et troisième groupe, 15 à 20% de gens qui sont gravement atteints, qu'on doit hospitaliser, réanimation, etc. Nous avons testé un certain nombre de médicaments, des antiviraux qui ne marchent pas, des ceci, des cela. La chloroquine a montré son efficacité, peut-être pas merveilleuse, mais il a montré son efficacité. Ce qui était connu depuis une quinzaine d'années, puisque la chloroquine s'était montrée efficace contre le virus du SRAS, in vitro. On n'a jamais pu le tester in vivo, puisque le virus du SRAS n'est pas revenu. On a eu une épidémie relativement limitée de SRAS, et puis le virus étant jamais revenu, alors les gens disaient « Oui, mais il n'a jamais été testé in vivo. » Ben, il n'y avait plus de malade. Comment peut-on tester une molécule alors qu'il n'y a pas de malade? Donc, effectivement, elle était efficace in vitro. Là, on l'a essayé, elle avait l'air quand même un peu efficace. Et donc, les Chinois ont dit « Ben voilà ce qu'il faut. » Alors, je vous rappelle quand même qu'ils avaient construit 2 hôpitaux en 15 jours, en 10 jours. Énorme. On a vu toutes les images à la télévision. Donc, à la mi-février, ils ont dit « Bon, ça va, c'est pas la peine, on va démonter. » Ils ont démonté les hôpitaux. Et ils nous ont donné la marche à suivre. Et le président de la République chinoise est venu nous expliquer à la télé, enfin pas à nous, mais aux Chinois, que ça va, ça y était, on avait trouvé que maintenant on allait régler le problème et que d'ailleurs, probablement, on pourrait commencer à déconfiner, ou en tout cas à sortir les choses, etc. Bref. Et donc, les Chinois publient ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu dis, c'est pas vrai, les Chinois mentent. Les Chinois nous mentent. Vous avez entendu ça en boucle partout. Les Chinois nous mentent, mais les Chinois mentent. Ah ben oui, c'est vrai, c'est connu, les Chinois sont fourbes, les Italiens sont menteurs, les Gitans sont des voleurs de poules, et nous les Français, on est quoi? Alors, on se retrouve dans une situation comme ça où plus aucune parole n'a aucune valeur. Alors peut-être qu'ils ont maquillé les chiffres, ils ont menti un peu, etc., mais ils ont donné des pistes, ils ont expliqué ce qu'il fallait faire. Le 25 février à 14 h, le professeur Raoult, que personne ne connaissait ou à peu près. Moi, je le suis depuis 3 ans, parce que j'avais acheté un de ses livres, j'avais trouvé très intéressant. Puis cette allure de rock'n'roll qui ressemble à Buffalo Bill, il m'avait plu, ce brave professeur. Est venu expliquer, et ça a été, on l'a vu partout, coronavirus, fin de partie. Les Chinois, ceci, machin, etc., etc. On la chloroquine, l'hydroxychloroquine, les traitements, on a trouvé, voilà, on va régler le problème. Et il a terminé son interview en rigolant et en disant, évidemment, le risque, c'est qu'on n'en trouve plus dans les pharmacies. Et c'est très exactement ce qui s'est passé, puisqu'on a organisé une pénurie de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, puisque c'était devenu une substance tellement vénéneuse qu'on ne pouvait même plus l'avoir. Alors, l'information, parce que c'était une information capitale, du professeur Raoult n'est passée que le lendemain soir à 20 h dans les médias.
Aussitôt, Le Monde fait un article, fake news. C'est pas vrai. Tout le monde lui tombe dessus. Il est menacé au téléphone, insulté, roulé dans la boue, etc., etc. Extravagant. Voilà quelqu'un qui connaît un peu son affaire, qui est chef, le directeur d'un institut spécialisé dans les virus, etc. Et on le traîne dans la boue parce qu'il a osé dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Puisque depuis des semaines et des mois, on répétait partout, des semaines, non, on a des médicaments, machin. Ouais, les antiviraux à 500 € la boîte, qui ne servent à rien, alors que la chloroquine, ça coûte 4,17 € la boîte. Alors quand on va faire un traitement à 4,17 € qui ne va rien rapporter à personne, oui, mais ces gens-là sont corrompus, ils ont touché des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros de l'industrie pharmaceutique, fabricant, et c'est très facile à trouver. Hein. Il y a un site qui s'appelle transparencefrance.gouv.fr, et là on voit tous les conflits d'intérêts, et tous ces gens qui sont venus à la télévision ont tous un conflit d'intérêts. Qui touchent l'argent des laboratoires ne nous dérange pas du tout. Après tout, ils peuvent avoir des rémunérations parce qu'ils ont fait un travail pour le laboratoire. Si ils ont fait un travail, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais la loi les oblige à déclarer leur conflit d'intérêts. C'est-à-dire quand ils viennent à la télévision, ils sont obligés de dire « Le laboratoire Gilead m'a versé 45 000 €. C'est le cas de Madame Machin, qu'on voit tout le temps à la télé, qui était à côté du Premier ministre quand il a fait une de ses premières déclarations. Bon, elle n'a jamais dit. Personne n'est venu dire « j'ai ci, j'ai ça, etc. Et j'ai touché autant et autant et autant. » Parce que leurs paroles auraient été décrédibilisées. Et jamais un journaliste n'a dit « Au fait, est-ce que vous pouvez nous déclarer vos conflits d'intérêts ?» Ce qui est légalement obligatoire. Donc ces gens sont des menteurs, des manipulateurs, des tricheurs qui viennent se moquer des citoyens. D'accord ? Et ces gens-là ont été tout le temps. C'était eux qui étaient là, présents, omniprésents, en boucle, sans arrêt. C'était invraisemblable. Donc, c'est la guerre pro-Raoult, anti-Raoult, etc., etc. Donc, le professeur Raoult fait quoi? Il fait un essai. Pas un essai même compliqué, il fait un essai simple. Il donne de l'hydroxychloroquine à des patients positifs, parce qu'il les teste, parce qu'il y a des tests. Les Allemands, il y a un Allemand qui a créé un test dès le mois de novembre. Mais non, mais on veut des tests français, hein, des pasteurs quand même. On ne va pas acheter des tests aux Allemands. Bon. Mais les Allemands ont des tests depuis le mois de novembre ou décembre. C'est un professeur allemand qui a créé un test pour tester par PCR le coronavirus. Alors, donc, il fait un test chloroquine plus azithromycine, un antibiotique, et rien du tout. Et rien. Et le rien, c'était les patients qui étaient à Nice. Et lui, il était à Marseille. 80 patients. Et au bout de 5 jours, la charge virale a baissé de 85%, 98%, et chez les gens qui étaient à Nice, 0%, et qui n'ont rien eu comme traitement. Donc il a dit, voilà. Ah, mais c'est nul, c'est pas scientifique, c'est pas une étude robuste, on aurait dû faire ça contre placebo, machin, etc., etc. Et tous les scientifiques merveilleux sont venus expliquer que M. Raoult était un rigolo. C'était extraordinaire. Tout le monde a pu voir ça. Bon. Et donc ça veut dire que à partir de la fin février, là c'est plus la même chose. On savait qu'il y avait quelque chose qui pourrait peut-être marcher. On savait quelle était la stratégie adoptée, et on n'a rien fait. Toujours rien fait. Donc, à partir de là, on est dans une situation tout à fait extraordinaire, puisque on ne fait rien, on décide de confiner la France entière à la mi-mars, mais on n'a pas regardé ce qui se passait partout ailleurs. Alors on a continué avec toutes ces choses très amusantes. On n'a pas de masque, mais ça ne sert à rien les masques. Mais parce que ça ne sert à rien. On est venu nous expliquer que les masques ne servaient à rien, qu'ils étaient inutiles. Il y a même une ministre qui veut nous expliquer que c'était vraiment inutile et qu'elle-même, elle ne savait même pas les mettre, les masques. Donc ça ne servait vraiment à rien. Et qu'on n'avait pas de gel hydroxyalcoolique, mais enfin, c'était pas grave. Et qu'il fallait faire les gestes barrières, se moucher dans son coude. Avant, quand on disait « Ah, il ne se mouche pas du coude, celui-là », ça avait un certain sens. Maintenant, on se mouche dans son coude, n'est-ce pas? Et c'est bien. Et il y a des gestes barrières, etc. Et moi, ça m'a rappelé la phrase de Coluche.
Dites-moi ce dont vous avez besoin et je vous expliquerai comment vous en passez. Et ça a été pendant toutes des semaines et des semaines, cette attitude-là, et toujours aucune préparation, toujours aucune efficacité, aucune idée, etc. Alors, mais seulement quand on est au pied du mur. Comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, on est au pied du mur, on n'a rien. On n'a rien. Donc, confinement généralisé. Et quand on voit les résultats, c'est-à-dire que quand on compare les pays confinés et les pays non confinés, aujourd'hui avec le recul on les a, les pays confinés ont 5 à 15 fois plus de décès que les pays qui n'ont pas confiné. C'est très simple, hein. Le dicton dit que quand il y a une pomme gâtée qui est dans un sac de pommes, toutes les pommes vont être gâtées. Donc on a confiné ensemble des gens positifs, des gens pas positifs. Mais comme on n'avait pas testé, on ne savait pas qui était, machin, etc. Donc, les pays qui n'ont pas confiné, on fait quoi? On a appliqué la stratégie chinoise. Bon, je parlais à l'instant de la Corée du Nord. On a tué peut-être tous les gens qui étaient positifs, simplifie les choses. En Corée du Sud, à Hong Kong, à Taïwan, au Japon, le Japon. Vous imaginez le Japon. Le Japon, 100, je ne sais plus combien de millions d'habitants, 126 millions d'habitants, le Japon. 126 millions d'habitants. 840 décès. Ah. Taïwan, 23 millions et demi d'habitants, 7 décès. Je pourrais vous citer tous les pays d'Asie, la Corée du Sud, 269 décès. Hong Kong, 7 millions et demi d'habitants sur un timbre-poste, 4 décès. Donc si vous voulez, on peut se demander pourquoi ils ont si peu de décès. Ben, ils ont si peu de décès parce qu'ils ont appliqué une stratégie absolument nickel. On prend la température des gens, on prend les températures. On a des caméras thermiques. Ah oui, mais c'est pas démocratique, ça. C'est de la dictature. Les gens qui ont de la fièvre, les gens se prennent eux-mêmes la température. Ils portent des masques. Et quand ils ont de la température, ils vont se faire dépister. Et puis, ceux qui n'ont pas de température vont se faire dépister aussi. Les positifs, on les isole. On n'isole pas tout le monde, on isole les cas positifs. Et on les traite. Et on teste les cas contacts. Et s'ils sont positifs, on les traite. En quelques semaines, ils ont réglé les problèmes. En 3 semaines, l'épidémie avait disparu en Corée du Sud. Alors, il y a encore des cas sporadiques. Mais la stratégie était celle-là, c'est ce que les Chinois avaient dit, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, quand on regarde les chiffres de ces pays, je regarde parce que c'est quand même... bon, voilà, hein, la Corée du Sud, 269 morts, Hong Kong, 23 morts, etc. Bon. Alors, quand on voit que l'Italie a eu presque 33 000 morts, c'est des chiffres d'il y a quelques jours, ça a pu augmenter. En France, 28 000, je ne sais pas combien. En Royaume-Uni, 37 000. En Espagne, 27 000. Ah, en Allemagne, 8 400, 8 500. Ah, mais comment qu'ils ont fait les Allemands? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est très simple. Hein. J'affirme que, et de manière provocatrice, que ce n'est pas le coronavirus qui a tué les gens. C'est le manque d'équipement. Depuis 40 ans, en France et dans les pays, Angleterre, enfin Grande-Bretagne, Italie, Espagne, on a massacré les systèmes de santé. On a diminué le nombre de médecins, le nombre d'infirmières, le nombre de soignants, on a diminué le nombre de lits d'hôpital, on a diminué le nombre de services de réanimation. Il fallait, en France en particulier, l'hôpital entreprise qui gagne de l'argent. C'était ça la théorie. Parce qu'on dépense beaucoup trop d'argent dans le système de soins. Et les économistes de la santé nous expliquaient comment faire des économies. Je vous rappelle qu'il y a 8 ou 9 mois, M. Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, avait dit en 2020, il faudra faire encore 200 ou 220 millions, je ne sais plus, d'économies à la PHP. Il a bonne mine maintenant avec ce qui s'est passé. Ces 200 millions d'économies, ça m'étonnerait qu'il puisse les réaliser. Et donc, on a fermé des hôpitaux, il y avait sûrement trop de lits en France, mais on a fait ça depuis 40 ans. Tous les ministres de la Santé, les uns après les autres, ont fait la même chose. Et les ministres, le ministère aussi. Alors, je ne vais pas citer de nom, mais bon, tout le monde peut retrouver dans ces noms-là. Le résultat, c'est quoi? Ben, c'est qu'on n'a pas assez d'équipement. Et quand on a une situation telle que celle-là, eh ben, on est dans la catastrophe.
Et quand vous voyez des réanimateurs, comme c'est arrivé dans certains endroits, pas partout, mais comme c'est arrivé, des animateurs qui ont été absolument admirables, d'efficacité, de dévouement, et qui disent on est obligé de choisir les malades qu'on va réanimer parce qu'il n'y a pas de place. C'est très simple. La France a 5 fois moins de lits de réanimation que l'Allemagne. Pas chercher plus loin, hein. On manque d'équipement. Et les gens sont morts du manque d'équipement. Parce que pourquoi les Allemands ont que 8000 morts alors que nous en avons 30 000? Qu'on m'explique. C'est pas la compétence des médecins. Non, c'est le manque d'équipement. Parce que les Allemands ont confiné, mais pas trop. Ils ont confiné, mais les gens pouvaient sortir, aller dans les parcs, etc. Ils ont confiné, mais en même temps, ils ont dépisté. Ils ont isolé les positifs et ils les ont traités. Donc ils ont fait une double mesure, et ça a payé, la preuve. Donc, on est dans un système, et en Europe, c'est pareil, hein, la Suède qui n'a pas confiné a beaucoup moins de morts que nous, etc. Et on est vraiment dans un contexte où les choix qui ont été faits, qui sont des choix politiques, ont été catastrophiques. Et ces choix-là se sont accumulés depuis 40 ans. Je vous rappelle quand même que l'an dernier, les internes ont fait la grève, les médecins hospitaliers ont fait la grève, les urgentistes ont fait la grève, 150 professeurs ont démissionné de médecine. Ça fait 4 ou 5 ans que les hôpitaux psychiatriques sont en grève et en manifestation, et les infirmiers et les médecins psychiatres de l'hôpital Pinel d'Amiens montent régulièrement sur les toits pour manifester. On a fait quelque chose? Rien. On laisse la situation pourrir. Je vous renvoie à cette vidéo où on voit un médecin hospitalier interpellant le président de la République, lui expliquant la situation, et M. Macron bien gêné, disant « Oui, mais on va faire, on n'a rien fait ». Et la situation aujourd'hui est catastrophique. Et le résultat, c'est le résultat d'une politique complètement délirante, complètement stupide. Mais il fallait faire des économies. Et le résultat, c'est le massacre du service public. Parce qu'on a fait la même politique à la SNCF, à la Poste, etc. C'est la réalité de ce qu'on voit en France depuis 40 ou 50 ans. Alors, on n'a pas testé les gens. Alors on a dit, ouais, mais il faut faire des tests, il faut faire des études scientifiques en double aveugle contre placebo, réunir les malades, enfin c'est le nec plus ultra de l'étude en médecine, c'est-à-dire on sélectionne des malades, on les tire au sort, et on donne à un groupe un médicament qu'on veut tester, et à l'autre groupe un placebo, c'est un médicament inactif. Et donc, au bout d'un certain temps et d'un certain nombre de patients, on va tirer des conclusions en disant c'est efficace, c'est pas efficace, c'est ci, c'est ça, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un nombre de patients suffisant. Et puis, il faut savoir ce qu'on teste. Donc, il faut des gens qui sont, dans le cas présent, positifs au virus. On ne va pas tester le médicament chez des négatifs. Donc, ils sont positifs au virus. Il faut les tirer au sort. Et il faut faire une étude. Eh bien, il y en a plus de 50 en France actuellement de ces études, qui évidemment sont inutiles, puisque pour avoir un intérêt, il faut qu'il y ait une puissance statistique, c'est-à-dire un grand nombre de patients. Et puis, ce qu'il faut aussi, c'est intéressant, c'est prendre les gens au début de la maladie. Donc, l'étude aurait pu être faite par qui? Par nous, par les généralistes, on est en première ligne. Si on n'avait pas dit autant restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous, on aurait vu les malades, on les aurait testés, et on aurait pu faire une étude rapide, parce qu'on est quand même près de 60 000 médecins généralistes, et qu'on fait en moyenne 20 actes par jour chacun, ce qui veut dire, c'est de l'arithmétique élémentaire, que les médecins de famille voient 1 200 000 personnes par jour. D'accord? 1 200 000 personnes par jour, il y a moyen de faire des études. Non, mais les généralistes n'y connaissent rien, ils ne sont pas scientifiques. C'est des pelés, des galeux. Et on a répété cette fois-ci ce qui avait été fait en 2002-2003 avec le fameux virus porcin, où on a mis les généralistes dehors, on a créé des vaccinodromes, on a acheté des vaccins qui sont partis à la poubelle. Ensuite, on a fait une chose absolument merveilleuse,
On a empêché, alors ça c'est une chose complètement extravagante, on a empêché par décret les médecins de tester et les médecins de prescrire. Et le Conseil de l'ordre y veillait, hein, parce qu'on on va pas laisser les médecins prescrire l'hydroxychloroquine ou des machins comme ça, hors de question. Donc on a dit aux gens, restez chez vous, les médecins n'ont vu personne, et les choses se sont passées comme ça. On a quand même entendu la phrase la plus stupide du siècle, ou de l'histoire même. Vous avez de la fièvre, vous toussez, vous êtes peut-être malade. Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je crois que c'était un sketch de Bigard. Et non, c'était pas un sketch, c'était des éléments de langage d'un merveilleux communicant qui avait trouvé ça fabuleux. Et on disait aux gens, restez chez vous. Ben non, quand on a de la fièvre et qu'on tousse, c'est qu'on est malade. Et quand on est malade, on appelle son docteur. Et si on avait fait ça, et les endroits où ça a été fait, 5 à 6 fois moins d'hospitalisation, et donc 5 à 6 fois moins de morts. C'est ça qu'il faut quand même avoir à l'esprit. C'est-à-dire que toute cette stratégie qui a été appliquée, l'a-t-elle été par stupidité, par incompétence, ou de manière machiavélique, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est incompréhensible. Totalement incompréhensible. Et d'ailleurs, depuis 15 jours, le message a changé. Vous avez de la fièvre, vous toussez, appelez votre docteur. Donc, on est vraiment dans une situation tout à fait extravagante. On a ajouté à l'incompétence, au mensonge, etc., à la malhonnêteté, on a ajouté la forfaiture. Parce que l'indépendance du médecin, sa liberté de prescription, ce sont des droits quasiment constitutionnels. Ça veut dire qu'en empêchant les médecins de soigner les malades, tous les malades, n'importe lesquels, c'est une véritable forfaiture. C'est un scandale absolu. Alors, on est quand même dans un contexte tout à fait incroyable. Moi, j'avoue que à un moment, je ne comprenais plus rien de ce qui se passait parce que c'est tellement loin de ma conception de mon métier de médecin de famille. C'est tellement loin de ce qu'on peut imaginer. Alors, évidemment, les gens ne savent rien de cela. Hein. C'est extraordinaire. Alors, on a confiné les gens. Pour sortir, il fallait un laisser-passer, un Ausweis, comme pendant l'occupation. C'est extraordinaire. Et il y avait des policiers partout. Moi, j'ai été contrôlé 8 fois. Pas de problème, hein. Docteur, allez-y, docteur. Oui, il y a votre caducée, allez-y. Pas de problème. Mais contrôlez les gens. J'ai une petite anecdote. J'ai une patiente qui sort de chez elle et qui va à la boulangerie à 15 mètres. Elle a oublié de prendre son papier. Il y avait des policiers au carrefour. On la contrôle. Elle dit, monsieur, écoutez, je vais à la boulangerie, je vais acheter mon pain. Non, non, madame, pas le savoir. Paf, 135 € d'amende. Alors la boulangère qui connaît cette dame depuis 30 ans ou plus, dit, monsieur l'agent, mais enfin, cette dame, machin. Non, 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 135 €. Alors la dame lui a dit, allez, le pain, je vous l'offre. Je trouve cette histoire absolument extravagante. Je pense qu'il aurait mieux valu donner aux policiers des petits thermomètres électroniques comme celui que j'ai dans mon cabinet. Ils auraient pris la température des gens plutôt que leur demander un laissez-passer. Et les gens qui avaient plus de 38, madame, monsieur, venez là, on va vous faire un test. Et là, peut-être que la situation eût été différente. Alors après, on nous a dit, ouais, on ne peut pas faire des tests si on n'a pas d'écouvillon, vous savez, pour aller... Tout parce que c'est pas dans... On nous a dit, touchez pas votre nez, parce que les virus... Bon, mais là, c'est pas... Il n'y a pas de virus, c'est à des crottes de nez, peut-être, il n'y a pas de virus. Il faut aller les chercher tout à fait en haut, dans le cavum. Alors les gens ont dit, ouais, mais pourquoi on ne prend pas des cotons-tiges? Oui, les cotons-tiges, c'est grand comme ça. L'écouvillon, c'est grand comme ça. On n'en avait pas. Un bout de bâton avec un coton au bout, on n'en avait même pas. Donc, je pense que la France est vraiment dans un état catastrophique. Et si on se rappelle un peu l'histoire, ben, en 14, on était pareil, hein, on était avec le fusil Chassepot de 70, et en 40, on avait encore les armes de 18, on avait mis une ligne Maginot, on pensait faire des tranchées aussi, etc. Mais les gestes barrières, tout ce qu'on nous a expliqué, c'est fait pour être contourné. La ligne Maginot a été contournée, la grande muraille de Chine aussi. Les virus passent partout. Ça fait combien? 5 milliards d'années qu'ils sont sur Terre, bien avant nous. Donc les virus sont adaptés à toutes les situations. À toutes les situations. Et quand on nous a dit, non mais il y en a sur les mains, sur les trucs, attention les billets de banque, etc., enfin tout ce qu'on raconte,
Mais non, le virus, il passe dans l'air, dans l'eau, partout. Alors quelle est sa durée de vie dans l'air ou dans l'eau, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va passer partout. Alors, quand on voit des choses pareilles, ça commence à poser un certain nombre de problèmes sur l'organisation de notre société et comment les choses se font. Alors, j'avoue que les malades restent chez eux. Comme on sait on a appris que 40% sont asymptomatiques, que 40% à peu près ont une maladie légère. Donc ça veut dire qu'en restant chez eux, vous avez 40% des gens positifs qui vont guérir. Ils ne s'en rendront même pas compte. Ils vont avoir le nez qui coule, ils vont tousser 3 fois. Et puis, il y a ceux qui vont avoir qui vont peut-être aller aux urgences, peut-être éventuellement voir un médecin et qui vont guérir avec des antibiotiques, etc. Mais, comme dans toute infection, toute, sans exception, le problème, on nous bourre le crâne avec toutes les histoires qu'on nous raconte, qu'il faudrait que 70% de la population l'attrape, que ci, que ça, que machin, etc. C'est totalement inventé, ça ne correspond à rien. On nous parle d'immunité de groupe. Moi, je pense que c'est l'immunité de groupe. D'accord? Et il y a beaucoup d'immunologistes qui ne savent pas non plus. Quand on regarde les infections, toutes les infections, et là, c'est la grande querelle entre Pasteur et Claude Bernard. Pasteur, bon, on connaît l'histoire de Pasteur. Et en face, il y avait un médecin, un professeur de médecine, le professeur Claude Bernard, qui a inventé la médecine expérimentale. Pasteur disait microbe, 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 microbe. Et donc, vaccin, 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 vaccin. De l'autre côté, il y a le professeur Claude Bernard, qui lui était médecin. Pasteur était chimiste, il n'était pas médecin. Donc, il ne voyait pas les malades. Enfin, il n'avait pas l'expérience de la maladie. Claude Bernard, en face, il était médecin, il voyait les malades. Et il avait l'expérience des infections. Et il savait bien que quand on mettait les tuberculeux dans un sanatorium, les infirmières, les médecins, les bonnes sœurs, etc., l'attrapaient pas. Très peu l'attrapaient. Et pourtant, on avait des tuberculeux, il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque. Donc, l'observation montrait que, non, Pasteur disait le microbe est tout, et Claude Bernard répondait, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Or, quand vous avez une épidémie, quand vous avez une infection, il y a peut-être 40% qui passent inaperçus, 40%, etc., mais vous avez surtout 80% de la population, sinon plus, qui n'attrape rien. Le virus ne passe pas par eux. Le virus va choisir des organismes plutôt affaiblis, plutôt réceptifs, qui ont des systèmes immunitaires qui sont moins solides et moins résistants. Et vous avez la majorité de la population. Quand il y a une grosse épidémie de grippe, il y a peut-être 4 millions de personnes en France qui l'ont. 5 millions. Ben vous avez 62 millions ou 60 millions qui ne l'ont pas. Pas parce qu'ils n'ont pas été en contact avec le virus. Et ça, c'est de l'infectiologie élémentaire. Si les infectiologues ont oublié ça, c'est triste. Le virus est là. Quand on voit, comme moi, on a 47 ans d'expérience, on voit dans une famille 2 personnes qui ont une grippe, mais une vraie grippe carabinée, et qu'il y a 4 personnes qui ne l'ont pas. Quand on voit une jeune fille qui a une méningite à méningocoque avec une urgence qui est un purpura fulminans et qu'il faut l'hospitaliser en extrême urgence pour la traiter en extrême urgence, et que dans sa chambre elle a 2 sœurs et que les 2 sœurs ne l'attrapent pas. La conception de dire vous avez un microbe, vous êtes malade est fausse. C'est une question de terrain. Et donc, quand on est... Alors, évidemment, il y a des virus qui sont extrêmement virulents. La varicelle, les oreillons, quand il y a un enfant qui a la varicelle, tout le monde attrape la varicelle, ou presque. Donc il y a des virus, mais ces virus-là, en général, ils ne sont pas méchants. Ils sont très virulents, mais pas méchants. Et il y a dans une population un pourcentage très élevé de gens qui sont non réceptifs. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et je pense que ce qui arrive là avec le coronavirus, c'est la démonstration expérimentale, si j'ose dire, concernant Claude Bernard, des théories de Claude Bernard et la réfutation des théories de Pasteur, le microbe est tout. Non, il y a des tas d'affiches, des tas de trucs, microbe, il faut lutter contre le microbe. Non, c'est une question de terrain,
Donc ça c'est une notion extrêmement importante. Quand on vous dit mais il faudrait que 70% de la population l'attrape pour qu'on soit tranquille, c'est des inventions, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, on se retrouve aujourd'hui, on regarde ce qui s'est passé, on regarde en arrière, on regarde ce qui s'est passé. Et on voit l'accumulation des erreurs, des fautes, des mensonges, etc. Pendant 2-3 mois, on nous a dit les masques, ça sert à rien, et maintenant on nous dit, ah non, il faut porter un masque, il faut vous protéger, vous avez tous ces commerçants où c'est obligatoire, il faut avoir un masque, etc. Or, quand on regarde la courbe des pathologies, et là, c'est pas moi qui l'ai fait les courbes, c'est l'Institut sanitaire, la courbe en cloche, c'est monté, c'est descendu, et maintenant il n'y a plus, on estime que 99% des cas les gens ont été malades. 99%. Ça veut dire qu'il ne reste plus que des cas sporadiques ici ou là. Il y a des gens qui sont encore hospitalisés. Il y aura encore des décès, forcément. Mais, progressivement, le virus a disparu. Il est où? On ne sait pas. Est-ce qu'il va revenir? Personne ne peut le dire. Est-ce qu'il y a encore le risque de s'infecter? Non. Non. Parce que toute infection saisonnière, quelle qu'elle soit, est une infection qui, quand elle a disparu, elle a disparu. Alors il reviendra peut-être l'année prochaine. Mais quand on nous annonce, oui, il va y avoir une deuxième vague, etc., et ceci et cela, et il faudra reconfiner. Non mais attendez, c'est comme si moi je disais, vous savez, entre le 1er et le 15 août, à Royan, il va y avoir de la neige. C'est à peu près du même niveau. C'est au doigt mouillé, c'est n'importe quoi. On raconte n'importe quoi. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de virus. La maladie, aussi triste qu'elle ait pu être, est aujourd'hui passée. Elle reviendra peut-être l'année prochaine. Peut-être pas. Parce que le SRAS de 2003, il n'est jamais revenu. Jamais. Il est arrivé une fois, il a fait quelques dégâts, il n'est pas arrivé trop chez nous, mais fini. On n'en a plus entendu parler. La grippe H5N1, non plus, etc. Donc si vous voulez un peu de connaissance historique des maladies, de la façon dont les choses évoluaient, etc., devrait nous rendre tous un peu modestes, disant, bon, je ne sais pas. Une journaliste a voulu m'interviewer pour les problèmes d'immunologie, de vaccins, etc., et ma réponse a été, je ne sais pas. Ah bon, mais le professeur dit, l'autre professeur... Je dis, ben oui, ils disent ce qu'ils veulent, mais je ne sais pas. Et ils ne savent pas, puisque c'est un nouveau virus qui a débarqué comme ça, on n'en sait rien. Donc, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté et le courage de dire on ne sait pas, on regarde et on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, quand le professeur Raoult a été traîné dans la boue, etc., et puis on a vu son truc, donc le président de la République est allé le voir. Et puis, monsieur le professeur Raoult est allé à Paris, dans la fameuse cellule de crise intellectuelle, etc., qui était autour du président et qui donc a conseillé le président. Et au bout de 3 heures, il est parti en disant « j'ai rien à faire là, ces gens-là ne comprennent rien, moi je suis un extraterrestre ». Il est donc parti à Marseille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « oh là, bonnes gens, venez, venez, venez ». Et on a vu à la télévision les files de citoyens devant l'Institut de Marseille, où on testait les gens, on les mettait de côté, ceux qui étaient négatifs, on les renvoyait, ceux qui étaient positifs, hop, on les traitait. On les traitait avec quoi? Avec le traitement possiblement efficace, association d'hydroxychloroquine, et on nous a dit, le professeur Roy expliquait, tous les gens qui ont été mis sous antichloroquine, on leur a fait un électrocardiogramme pour être sûr que, etc., qu'il n'y ait pas de problème cardiaque, puisque c'est de ça qu'on accuse, miraculeusement, un médicament tout à fait bénin, utilisé depuis 70 ans, du jour au lendemain, il est devenu le plus toxique de la Terre. C'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Et donc, il a traité des milliers, il a testé des milliers et des milliers de patients. Il a traité des milliers de patients. Alors au début, on a dit, oh, parce qu'il avait publié sur 120 ou 150, c'est pas sérieux, c'est pas scientifique, c'est pas titi, c'est pas robuste, etc., etc. Alors, quand il en a traité 8000, là, on n'a plus qu'à fermer son clapet. Il n'y a aucun problème. Parce que le nombre, quand on en a 10, 20, 30, 50, 150, difficile. Mais quand on en a plusieurs milliers,
C'est terminé. On n'a pas besoin de faire des essais. On a mis en pratique, in vivo, si j'ose dire, une prise en charge médicale, probabiliste. Et quand on a des gens qui sont malades, c'est comme ça qu'on fait toujours. Moi, si un patient vient avec de la fièvre, une bronchite ou n'importe quoi, je ne vais pas lui dire « Bon ben, on se revoit dans 15 jours. Hein. Alors dans 15 jours, soit vous serez guéri, c'est possible, mais c'est pas sûr, soit vous serez mort, embêtant, soit vous serez très 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 malade et je vous envoie en réanimation. Et en réanimation, vous avez une chance sur deux de mourir. Mais non, je vais le traiter. Je vais le traiter avec ce que je pense être efficace. Ça s'appelle un traitement probabiliste. Et heureusement, les traitements probabilistes, quand on a un peu d'expérience, 8 fois sur 10 ou 9 fois sur 10, ça marche. Ça fonctionne. Les gens sont mieux, ils sont guéris. S'ils ne sont pas guéris, à ce moment-là, on fait des examens, éventuellement, on donne un autre traitement. C'est ce qui a été fait. Et les endroits où ça a été fait, 5 à 6 fois moins d'hospitalisation. Donc, 5 à 6 fois moins de décès. Donc, c'est quand même... On a une preuve de ça. Mais ça n'a pas arrêté tous les scientifiques, soit les corrompus, soit les... etc. Enfin, soit les scientifiques pas corrompus, mais qui n'arrivaient pas à remettre de l'ordre dans leur logiciel, incapables de changer leur paradigme et de comprendre. Le confinement a été inutile, délétère et mortifère. Puisque, comme je l'ai dit, ça a 5 à 10 fois, à 15 fois plus de morts dans les pays qui ont confiné. Le confinement, la quarantaine, historiquement, ça n'a servi jamais à rien. Hein, le choléra, la peste, etc. On a beau mettre des villes en quarantaine, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a pas empêché. Encore une fois, c'est l'exemple de la pomme gâtée avec les autres. C'est pas possible, ça n'existe pas. Et c'est ancien, cette connaissance-là. Parce que dans l'Antiquité, c'était connu. Il existe dans la Bible, dans le Lévitique, un article, un verset qui explique quand quelqu'un est malade, alors on parle de lèpre, bon, mais je pense qu'il ne devait pas connaître beaucoup de maladies à cette époque-là, mais on isole le patient du camp, on le met en dehors de la ville. Le prêtre médecin le surveille. Quand il estime qu'il est guéri, il peut revenir après s'être purifié avec un bain. Il y a 2500, 2800, 3000 ans. 3000 ans, on savait qu'il fallait isoler les gens malades pour pas qu'ils contaminent le reste de la population. Mais on a une inculture incroyable, qu'on ait oublié des éléments qui viennent peut-être des Mésopotamiens, des Sumériens ou d'Égypte, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'incroyable. Pourquoi ? Parce que l'observation que les gens avaient, les gens observaient. Hein ? Hippocrate, il observait, Galien, il observait ce qui se passait. Il regardait comment les maladies évoluaient et il expliquait les choses que aujourd'hui encore nous pratiquons, même si tout cela a été oublié et que les gens ne savent plus prendre en charge, regarder, examiner, etc. C'est absolument terrible. Alors, on nous dit aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu il y a quelques jours, un perroquet savant venir nous dire « Le confinement c'est merveilleux, on a évité 60 000 morts ». Ce qui est totalement faux, évidemment, puisqu'on constate, en comparant les pays, que c'est les pays qui ont confiné qui ont eu le plus de morts. L'Italie a confiné avant la France. Ils ont confiné le nord de l'Italie. 8 jours après, Rome était atteint, et 15 jours après, Naples. Donc le confinement ne servait à rien. Bon. Mais seulement comme les hôpitaux italiens sont dans un état de décrépitude encore pire que les nôtres, c'était pas possible, quoi. On ne pouvait pas soigner les gens. Hein, et c'était quand même extrêmement grave parce que tout le monde arrivait à l'hôpital. Et que vous mélangez ensemble des gens malades, des gens pas malades, ben, tout le monde va devenir malade. Ce qui explique la mortalité extrêmement élevée qu'il y a eu en Italie. Et alors, tout ça, nous avons été abreuvés d'éléments de langage mensongers, enfin, et tout ce qu'on voudra. Bon. Alors, maintenant, quand... Récemment encore, il y a quelques jours, on a publié une étude, les Anglais, je ne sais pas combien, 84 000 patients, etc., et on nous explique, mais l'hydroxychloroquine, c'est inefficace, ça ne marche pas. Et non seulement ça ne marche pas, mais en plus c'est toxique. Il y a plus de 40% des gens qui ont fait des accidents cardiaques. Impressionnant quand même. Puis quand on regarde l'étude, donc ça a été, c'est paru en boucle, hein, le ministre a dit, c'est fini, on ne prescrit plus. Bon. Et en boucle. Sauf que, quand on regarde l'étude, ce que j'ai fait, on constate quoi ? Que tous les patients sont des patients qui étaient admis en réanimation. Donc des patients gravement atteints.
Mais on le sait depuis le début, que ça ne marche pas, que ça ne sert à rien. Il faut le donner au tout début de l'affection. Et que ces malades-là, ils ne tirent aucun bénéfice de ce médicament. Parce qu'il y a quelques semaines, le professeur Véron, ministre de la Santé, est venu nous dire, selon les recommandations du Haut Comité de Santé publique, parce qu'en France on aime bien les hauts comités, les Théodules et compagnie, l'hydroxychloroquine sera réservée aux patients les plus graves en réanimation. C'était débile. On savait que ça ne marcherait pas. Et puis qu'un médecin, professeur de médecine qui plus est, vienne nous expliquer qu'une infection, ça ne se prend pas au début, mais quand les gens sont moribonds, je ne sais pas où est-ce qu'il a eu son diplôme de médecin, ou alors il a oublié. Mais enfin, comme il a fait de la politique depuis 40 ans, il a peut-être complètement oublié ce que pouvait être la médecine, les malades et la maladie. Bon. Eh bien, la situation aujourd'hui, quand on voit tout ça, le gouvernement, le président de la République et le gouvernement ont pris des mesures. Ils ont fait un choix. Ils ont donc confinement, etc. Enfin, tout ce qu'on a pu voir. Ce choix est mauvais, clairement mauvais, très mauvais. Quand ils ont fait ce choix, alors évidemment, je vous passe les masques qu'on a brûlés parce qu'ils étaient moisis, soi-disant, l'entreprise de Lillers qui fabrique de l'alcool et qui a proposé au gouvernement de faire des gels hydroalcooliques, on l'a envoyé balader parce que c'est pas un laboratoire pharmaceutique, hein, sont des gens qui font de l'alcool, à partir de la betterave. Après, les sociétés qui ont commandé des masques et qui ont proposé à l'État de le faire et on n'a jamais répondu, etc. Il y a toutes ces choses-là qui sont derrière. Ça se demandait comment fonctionne notre administration. C'est absolument extravagant ce qui s'est passé. Donc, le gouvernement a choisi. La situation est ce qu'elle est. Et aujourd'hui, comment sortir de cette impasse? On ne peut pas dire... Et ces gens-là ne le disent jamais. Vous n'entendrez jamais un gouvernant venir nous dire « Ouais, ben, on s'est trompé, hein, on a été mauvais, donc on va faire autre chose. » Non, 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 non. On continue, on va droit dans le mur et on klaxonne. C'est ça la caractéristique de nos technocrates. Donc, on a fait un mauvais choix, mais ça peut arriver à tout le monde. On a fait un mauvais choix. Mais on fait tout pour montrer que ce choix était excellent. Et quand on va se retrouver avec des centaines de milliers de chômeurs et des milliers de faillites, on dira bah, c'est la crise, c'est le coronavirus, c'est pas de notre faute, etc. Et en fait, tout est lié, la conséquence de tout ça, ce sont des mauvais choix. Et ces mauvais choix sont pires que des erreurs, elles sont criminelles. Parce qu'on avait largement le temps, pendant les 2 mois, où on n'était pas encore dans une crise catastrophique, où on avait largement le temps de faire des masques, d'avoir du gel, des tests, etc. Et on ne l'a pas fait. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben, ce qui se passe, c'est que nous, médecins, on revoit les malades, c'est-à-dire que pendant 2 mois, on n'a pas fait grand-chose, puis maintenant les gens reviennent, parce que, bon, ils ont peur, ils sont craintifs, ils pensent que moi j'ai des coronavirus partout, hein, et qu'ils vont leur sauter dessus, enfin, etc. Mais quand je dis qu'il n'y a plus de virus et qu'il n'y a plus de malades, mes actes sont pareils, c'est-à-dire que je ne mets plus de masque. Et j'explique aux gens, c'est pas la peine. Alors on ne va pas se toucher à la figure, on va pas, mais enfin, il n'y a plus aucun problème. D'accord? J'ai vu, alors, c'est quand même intéressant parce que avant le confinement, j'ai dû voir une quinzaine de patients potentiellement infectés par le coronavirus. 2, c'est sûr. Un qui a été testé parce que est allé à l'hôpital, etc., et on l'a testé. Une qui était gravement atteinte et qui n'a pas été testée, bien qu'elle soit allée aux urgences. On lui a dit rentrez chez vous. Et alors, une personne qui a eu anosmie agueusie, c'est-à-dire plus d'odorat, plus de goût. Et ça, c'est caractéristique du coronavirus. Et donc, tu sais qu'elle a fait un coronavirus. Donc, c'était absolument sans aucun doute. Et voilà. Et après le confinement, mais j'ai vu, 5 patients potentiellement atteints par le coronavirus, dont une dame que j'ai hospitalisée qui était vraiment atteinte.
une dame, bon, elle dit c'est fantastique. Et quand on voit la gravité et la mortalité des cas du coronavirus, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, le terrain et tout. On a dit quoi? Les obèses malades, les cardiaques, les vieux, c'est-à-dire tous les gens qui ont un système immunitaire affaibli et qui ont des pathologies multiples et qui donc vont être beaucoup plus réceptifs et beaucoup plus fragiles et qui vont donc attraper la maladie beaucoup plus facilement. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vacances par vacances, etc. Alors, il y a une chose quand même assez extravagante, c'est qu'on a interdit d'aller sur la plage. D'accord? Et la plage, c'est quoi? Le soleil et la mer. Sans rappeler la fameuse chanson. Le soleil et la mer. Le soleil, c'est l'héliothérapie. Et la mer, c'est la thalassothérapie. Du temps des Grecs et des Romains, on utilisait les deux. On savait que le soleil et la mer, ça avait des effets bénéfiques pour le corps et thérapeutiques. La preuve, c'est que tout au long des côtes françaises, il y a des instituts de thalassothérapie. Et que les sanatoriums, les hôpitaux, mais dans notre région, à Berck, à Zuidcote, étaient des hôpitaux qui accueillaient les gens tuberculeux, rachitiques, malades des os, etc. On les mettait au soleil sur le bord de la mer. Héliothérapie et thalassothérapie. D'ailleurs, l'hôpital de Zuidcote s'appelle l'hôpital hélio-marin. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est quoi? C'est de l'inculture, c'est de la bêtise. Non seulement il faut laisser les gens aller à la plage, mais il faut les y autoriser, les pousser. Alors, peut-être pas rester comme avant. Peut-être 1 heure, peut-être moins, peut-être organiser la plage. Alors j'espère qu'ils vont ouvrir les plages parce que c'est comme le pur scandale. Ça, pour moi, c'est le plus grand scandale de ce qui s'est passé dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, où on a confiné les gens, où on les a empêchés de sortir, empêchés de voir leur famille, empêchés d'être soignés. On m'a empêché d'aller soigner une malade dans une EHPAD. Cette pauvre dame est morte. Je ne l'aurais peut-être pas sauvée, hein, je ne vais pas dire que je fais des miracles. Mais en tout cas, c'est absolument invraisemblable de dire « Non, non, vous ne pouvez pas venir, vous n'avez pas le droit. » Ah, incroyable. Eh bien, tout ça, comment a-t-on pu traiter? On aurait mis les personnes âgées au soleil. 2 mois, il a fait très beau, il y avait du soleil tout le temps, ils auraient été 100 fois mieux. Eh bien, toutes ces choses-là vont peut-être faire réfléchir les gens. Alors, je voudrais quand même terminer, parce que 2 choses. La première, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un numéro du quotidien du médecin. Et dans ce numéro du quotidien du médecin qui est là, c'était la crise auscultée par 6 anciens ministres de la Santé. Il y avait Madame Madame Marisol Touraine, il y avait Monsieur Jean-François Mattei, il y avait Monsieur Evin, il y avait, enfin, ils sont 6. Alors ils expliquent des choses, ils disent on aurait pu faire ci, ça n'a pas été fait comme ça. Enfin, ils expliquent. Pas une, disant ouais, mais on est responsable quand même. C'est nous qui avons entraîné cette pénurie. C'est nous qui avons organisé la désorganisation de l'hôpital public, si j'ose dire. Ils sont tous responsables. Mais il n'y en a pas un seul qui dit ouais, mais moi, quand même. Il n'y en a pas un qui vient battre sa coulpe en disant ouais, mais quand même, on a été mauvais, hein. Pas un. Alors, ça, c'est quand même assez insupportable. Deuxième anecdote. De l'autre côté de la Méditerranée, ce sont des pays sous-développés. Pays sous-développés, c'est connu, hein. On a un pays en particulier, le Maroc. Au Maroc, il y a un roi. Le roi, il n'est pas énarque, il n'est pas inspecteur des finances, il n'a pas fait Normal Sup ou HEC. C'est le roi. Au Maroc, le roi, c'est, paraît-il, le descendant du prophète. C'est le descendant du prophète. Commandeur des croyants. Quand il sort pour une fête ou quelque chose, les Marocains, ses sujets, viennent l'embrasser les babouches. Le roi, lui, il sait qu'il ne sait pas. Donc, en général, les rois ont l'intelligence de s'entourer de savants. Et donc, avec cette histoire du coronavirus qui commençait à toucher le Maghreb, hein, il s'est conseillé qui lui ont dit à Marseille, il y a un professeur, qu'est-ce qu'il a dit? Ça et ça. Ah bon, allez, on y va. Parce que lui, il sait. C'est l'un des plus grands spécialistes mondiaux, il a publié des centaines d'articles sur les virus. On va faire ce qu'il a dit. Alors, que fait le roi? 1. Il réquisitionne l'usine Sanofi qui fabrique de la chloroquine. 2. Il réquisitionne 2 usines textiles pour faire des masques. Et d'ailleurs, ils vont nous en vendre des masques, ils en font plein. 3. Il rend obligatoire le port du masque
partout, tout le temps, au Maroc. 4, tests et traitements. Résultat des courses. Le Maroc est l'un des pays où il y a le moins de mortalité. Il y a 3 fois moins de mortalité que l'Algérie voisine, qui n'a pas... Et encore l'Algérie, c'est le système de santé est malheureusement en état pitoyable. Malgré les milliards du pétrole et du gaz, ils ont un système pitoyable. Mais le Maroc le roi du Maroc a décidé d'être pragmatique, de ne pas écouter tous ces oiseaux de mauvais augure, tous ces gens qui queuent, etc. Non, non, on va écouter celui qui sait. Alors, chose amusante, le professeur Raoult était venu faire une conférence, parce qu'on l'avait bien sûr traité de tous les noms, et on avait dit, mais c'est inadmissible, comment le président de la République chinoise est venu expliquer ce qu'il fallait faire, comment traiter les gens, etc., à la télévision. Alors il dit, oui, mais imaginons un instant que ce virus eût été un virus américain, et pas chinois, et que le président Trump soit venu expliquer qu'on a une stratégie, on a un traitement, et que donc on va l'appliquer, ce traitement. Mais tout le monde aurait trouvé ça très très bien. Bien que ce soit Trump, on aurait trouvé ça très bien. Et tout le monde aurait dit, ah ouais, Trump, etc. Alors curieusement, c'est ce qui est arrivé 3 semaines plus tard, quand Trump est venu expliquer qu'on allait donner de la chloroquine à tout le monde, etc. Maintenant, il dit qu'il en prend lui-même. Mais pourquoi Trump a fait ça? Ça a été publié. Il suffit de regarder, ça a été publié. Un médecin de l'État de New York, dont j'ai oublié le nom, mais on pourrait le retrouver. Un médecin de l'État de New York explique qu'il a traité avec ses confrères du district 450 ou 500 patients Covid, positifs. Et de tous ces patients, il les a traités hydroxychloroquine, azithromycine, plus un métal, enfin... Eh bien, il explique qu'il a eu 0 décès, que les gens étaient quasiment guéris au bout d'une petite semaine, d'accord? Et il a donné du zinc, oui, du zinc, des gélules de zinc. Il a fait donc une lettre ouverte au président Trump en disant « Monsieur le Président, voilà notre résultat, etc. » Et évidemment, on n'a pas parlé de ça, ce n'était qu'un médecin de famille qui avait fait ça. Ce n'était pas un grand scientifique, et son étude, elle n'était pas robuste, parce qu'il n'avait pas pris placebo. Il n'avait pas de groupe contrôle. Pourquoi prendre un groupe contrôle? On est là pour soigner. Notre but à nous médecins, c'est de soigner. Et pas de faire des trucs. La science, c'est après. Maintenant, quand c'est fini, on va peut-être étudier le virus, comment il est, comment il fonctionne, pourquoi il mute, comment il mute, est-ce qu'il... D'accord, après la science. Mais quand on a un malade, on ne dit pas, mais attendez, hein, il faut attendre la science. Pour moi, la science, je ne suis pas un scientifique. Je suis un médecin, j'essaie d'être le plus humain et le plus humaniste possible, à l'écoute des malades, à leur service, et en les soignant du mieux possible. Et la science, tout le monde s'en fout.